Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. On rappelle que le dernier Incorrect est toujours disponible sur la laïcité en kiosque. Et puis nous avons fait une table ronde avec vous-même Arthur et puis Thibaut Collin sur cette une. Mais aujourd'hui vous nous parlez de la gauche qui croit qu'elle est encore propriétaire de la culture. Et oui, parce que chers auditeurs, même cloîtrés dans le Larzac avec vos kangourous à tenter de battre leur corps de Scooby-Doo en écoutant Sacha Distel, vous n'avez pas pu échapper à l'affaire de ce début d'année. Évidemment, je ne parle pas des dernières frasques de nos Victor Hugo venus du Sahel, ni de ce salaud de gynéco transphobe qui a refusé de prendre en charge un Yel pas terminé. À sa décharge, il n'est pas évident de faire un frottis quand madame peut encore faire l'hélicoptère avec Popol. Mais vous l'aurez bien sûr tous deviné, je parle là de la merveilleuse enquête de nos confrères payés par vos impôts pour vous cracher dessus sur le Puy du Fou. Alors, dans la presse, on appelle ça un marronnier. C'est-à-dire quand on s'ennuie, que la météo se révèle plus propice à la dégustation d'un spritz perché sur un rooftop qu'au travail d'enquête, on ressort le petit dossier frelaté derrière les fagots et hop, en voiture Simone. C'est par exemple l'immersion chez les Francs-Mac dans Le Point, le retour des années 30 dans l'IB, au passage préparez-vous un festival dans 7 ans, c'est comment déshériter ses lardons sans casquer une amende dans le Figaro, c'est le retour des woke dans l'Incorrect et bien entendu le Puy du Fou, ses ploucs de bénévoles exploités par l'Argenté-Villiers et son combat pour sulfater la République pour France Télévisions. Rien de nouveau me diriez-vous, et pourtant si. Cette polémique s'inscrit cette fois-ci dans une succession de crises d'hémorroïdes de la gauche commencée cet été et assez révélatrice d'une bascule qui s'opère doucement. Bon, ne nous emballons pas, la prise de l'Élysée n'est pas pour tout de suite, mais l'amorce est intéressante. Cela a commencé donc en août, où le pauvre Michel Sardou s'est pris un plomb venu nulle part, enfin si de Juliette Armanet, une chanteuse, nous dit-on, sur son fameux tube Les Lacs du Connemara. Une chanson qui me dégoûte, explique-t-elle, avec un côté scout sectaire, bref, un titre de droite. Un titre de droite, reconnaissons la cocasserie de l'expression. En septembre donc, nous avons eu la polémique sur le Puy du Fou. Puis quelques jours plus tard, ce fut au tour de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby de passer au crash test gauchiste. Une carte postale sépia d'une France qui sent la naphtaline, écrivaient les camarades de Libération. Donc forcément la tradition, la France bien élevée, la baguette, le béret, le bignou, tout ça, c'est pas trop la came de la gauche. Elle n'aime que la franche, que quand elle est moche, sale, rabougrie, coupable et surtout libérée du carcan de toute identité. Mais finalement rien de surprenant, nous sommes habitués aux crises ulcères des gauchistes. Non, ce qui surprend, c'est la cérémonie en elle-même. Honnêtement, on ne s'y attendait pas. Faut dire que les trucs festifs officiels, habituellement, nous flinguent plutôt la rétine. Ils nous auraient pondu Black Lives Matter version Gay Pride mise en scène par le cirque Traoré, qu'on n'aurait pas été surpris. Oui, mais alors quel est le rapport entre ces trois polémiques ? Eh bien la culture, cher Corentin, la représentation artistique. La gauche croit que la culture lui appartient, que c'est sa chasse gardée. Alors imaginez un Vendéen particule qui monte un parc, qui bague des records de récompenses, de spectateurs, enviés partout dans le monde, qui en plus est beau, épique, merveilleusement bien écrit, parfaitement mis en scène, qui rend fier, ça les rend dingues. Et en plus le bougre se lance dans la production de films. Rappelez-vous l'accueil de Vaincre ou Mourir. Pourtant, Dieu sait qu'il y avait beaucoup de choses à dire d'un point de vue artistique. Mais non, la grande majorité des critiques se sont concentrées sur la soi-disant idéologie embusquée derrière le chapeau de charrette. Quand on est de gauche, on appelle ça une œuvre engagée. Quand on ne l'est pas, c'est un tract sur pellicule. Bon, il est vrai que ce domaine, ce magistère autoproclamé, la gauche en fait ne l'a pas piqué. La droite lui a refilé, comme l'école d'ailleurs. Elle a préféré se concentrer sur des choses sérieuses comme le pognon. Et d'ailleurs, combien de fois n'avons-nous pas entendu cette réplique parentale ? Artiste, passe ton bac d'abord, fais ton école de commerce, une fois que tu auras une bonne situation, on verra. Malheureusement, on paye encore ce prix aujourd'hui. 2 exemples. Sur France Inter, il y a quelques jours, la radio, chers auditeurs que vous écoutez en podcast après Radio Courtoisie, pour vous tenir au courant des balises de la pensée autorisée et vous trouver en mesure donc de distinguer parmi vos propos ceux qui relèvent du dérapage et donc de pouvoir ainsi déraper mais en conscience, et bien sur cette radio, l'un des patrons des éditions POL, éditeur entre autres je rappelle d'Emmanuel Carrère, a expliqué très tranquillement, je cite, « Le jour où j'ai appris que Geoffroy Lejeune devenait le directeur du journal du dimanche, j'ai cessé d'envoyer les services de presse de nos livres. Déjà, nous n'envoyons pas nos livres à valeurs actuelles avant, ni à ces revues un peu bizarres que sont l'Incorrect et d'autres. On vit très bien sans eux. » Alors à la rédaction, on se demandait pourquoi on recevait jamais un bouquin de POL en 5 ans. Grâce à France Inter, on a la réponse. Mais je vous laisse imaginer 2 secondes si le même avait déclaré « Je n'envoie pas nos services de presse à ces sales gauchistes du Monde, de l'Obs et de Libé. » Évidemment, on aurait eu droit à des pétitions collectives, des jeux Charlie, des tribunes sur la liberté d'expression, des grèves de la faim, des pommes de Taubira, des chansons de Biolay, comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans la censure. L'autre exemple, c'est le cinéma.
Alors, si vous ne le savez pas, chers auditeurs, sachez qu'un critique de cinéma visionne les films quelques semaines avant leur sortie, dans des petites salles de cinéma, sans punaise de lit, gratuitement, évidemment, on n'aurait plus qu'on paye pour faire le boulot, et je vous promets qu'au vu de la production, que c'est pas facile tous les jours, surtout quand votre voisin le plus réac écrit dans l'Express. Eh bien, vous n'imaginez pas le nombre de réponses aux demandes d'inscription pour des séances de presse que nous avons reçues du type « Mes convictions profondes, humanistes, bienveillantes, ouvertes n'étant pas compatibles avec votre journal, je ne peux accepter votre inscription. » C'est beau comme la démocratie. Alors, vous parliez du tournant des années 2000, mais à quoi faites-vous référence ? Mais en fait, depuis la fin des années 90, rappelez-vous, les intellectuels, quand je classe intellectuels, je dis écrivains, universitaires, éditorialistes, de droite ou étiquetés néo-réactionnaires, ont reconquis sur la gauche l'initiative critique. Philippe Muret, Alain Finkielkraut, Pierre Manant, Marcel Gauchet, Maurice Dantec, Renaud Camus, Richard Millet, Michel Houellebecq, Elisabeth Lévy et même plus tard Éric Zemmour ont progressivement dominé le débat intellectuel et imposé une critique implacable du progressisme, du multiculturalisme, des idées de gauche et mis un terme à l'hégémonie culturelle que la gauche avait conquise depuis 1981. Les Sartre et Camus, les Foucault et Derrida, les Beauvoir du début du second millénaire, furent Muret, Finkielkraut, Millet, Manant, Houellebecq. Et non seulement cette réplique droitière dans le domaine de l'esprit fut dénoncée dans des livres, je vous rappelle Daniel Lindenberg et son fameux Le rappel à l'ordre, comme quoi faire des listes c'est la seule tradition que cette gauche tente de perpétuer, mais elle donna même lieu à des colloques universitaires obligés de prendre acte du fait que le seul mouvement inédit et signifiant des années 2000 était celui-ci. Mais cette victoire sur le plan des idées, au sein d'un espace éditorial et médiatique hostile, a été relayée par une progression des idées conservatrices dans la population. On le voit à chaque fois avec les différents sondages. Mais pourtant, cet état de fait ne s'est ni traduit sur le plan de la représentation médiatique, ou de manière marginale, ni sur celui de la représentation politique, sauf à croire que le Rassemblement national est un spécialiste de la culture et conservateur, ça je vous laisse juger vous-même, ni dans le domaine de la culture. Et l'une des raisons de cette paralysie intermédiaire, et qu'en fait, ce milieu investi par la gauche la plus sectaire depuis les années 80 bénéficie, comme l'explique très bien François Bousquet, d'une rente de situation. C'est-à-dire que la majorité des libraires, des journalistes, des patrons de salles, des éditeurs, des producteurs sont de gauche et exclus de travailler avec des gens qui ne le seraient pas. Rappelez-vous cette fameuse affaire de la jeune femme nommée Adélaïde qui fut convoquée à un entretien à l'Opéra de Paris, non pour savoir si ses qualités correspondaient au poste à pourvoir, mais pour la gronder comme un enfant de ne pas être de gauche et en l'humiliant. Par conviction, par conformisme ou par nécessité, l'ensemble des acteurs du milieu médiatico-culturel appartient donc à une gauche agressive et excluante. Et comme c'est un milieu fermé, complètement verrouillé par le népotisme, il a pris l'allure d'une forteresse indifférente aux changements extérieurs, voire assiégée, et ne cessant alors d'exclure à son sein, les déviants, les puissants, même célèbres, je vous rappelle évidemment Dantec, Camus, Millet. Et même plus à bas bruit, des écrivains comme Olivier Molin n'ont été invités plus nulle part depuis qu'ils ont appris qu'il avait rejoint la rédaction de Valeurs Actuelles. Alors, si l'on prend l'exemple du cinéma français, souvent décrié, peut-on dire que le cinéma français est-ce que le cinéma français est de gauche ? Il faudrait être de gauche, c'est-à-dire sûr de soi, binaire, de mauvaise foi, pour répondre par l'affirmative. En 2022, on a eu 208 films d'initiative française agréés par le CNC étant le Centre national du cinéma et l'image animée. 208 films donc ont inondé les salles obscures. Et heureusement que tous ne sont pas les tracts gauchistes. À de rares exceptions près, le cinéma français est médiocre, répétitif, sans audace ni ambition, il n'inspire plus personne, et la question même de savoir ce que c'est que le cinéma l'émoustille autant qu'un rasoir dans les mains d'un taliban, mais il n'est pas forcément de gauche. Mais par contre, il est pris en charge par cette idéologie. En otage par cette idéologie. C'est-à-dire que cinématographiquement, il a été un peu de gauche, avant Mitterrand, quand le pouvoir était de droite, et qu'on appelait ça le cinéma engagé. Rappelez-vous, c'était Yves Boisset qui chargeait les flics dans un Condé, qui rejouait la Fenban Barca dans l'attentat, qui dénonçait le racisme français, du français moyen dans Dupont-la-Joie. C'est Costa Gavras qui tape sur la CIA dans l'état de siège, ou Mocky qui se moque des cathos dans Un drôle de paroissien, ou prêche la révolte dans Solo. Ces cinéastes voyaient certes le monde en noir et blanc, mais on y croisait quand même Piccoli, Montand, Bourvil, Ventura, Crémer. Bref, Boasset savait raconter une histoire, Costa Gavras maîtrisait quand même les tensions dramatiques, et Mocky pouvait être drôle. Le problème, c'est que les années 80 sont passées par là. La gauche a récupéré les clés du pays, et Jack Lang le carnet de chèques. Les bourgeois se sont embourgeoisés, les rebelles se sont embourgeoisés, on a financé les potes, on a pétitionné, et on s'est indigné à tour de bras depuis le 6e arrondissement. Mais même l'imbécile Goupil s'est imaginé cinéaste. Guédiguian, lui, tente de croire encore que la gauche s'intéresse aux classes populaires
Et on a vu que le film social a été remplacé par les bourgeois fils d'eux comme Kassovitz-Cassel qui se sont engagés pour les citer. Cannes s'est embrasé, le nouveau siècle est arrivé avec son cortège de navets. Bref, si le cinéma français n'est pas de gauche, la gauche en revanche conserve le monopole de la représentation. Prenons l'exemple de la radio publique. Sur les 4 ou 5 chroniqueurs hebdomadaires du Masque et la Plume, l'émission phare consacrée à la culture sur France Inter depuis les années 60, seul Éric Nehoff du Figaro détonne un peu. C'est dire le niveau. Les critiques classées à droite, comme je le rappelais, sont sur liste noire. On se voit refuser l'entrée des projections presse. Et alors je ne vous raconte pas les demandes d'entretien. On ne compte plus les refus de cinéastes, de comédiens, parce que les attachés de presse sont persuadés que Libé et le Nouvel Obs sont encore prescripteurs et suscitent plus d'entrées qu'une bande-annonce. Alors heureusement, tous ne sont pas aussi idéologues, mais rares sont ceux qui se souviennent que leur boulot consiste à promouvoir le plus largement possible les films dont ils ont la charge. Le problème, c'est que tout ce petit monde, distributeurs, réalisateurs, comédiens, attachés de presse, journalistes, maintiennent un écosystème périmé. Oui, alors comment faire alors pour sulfater cet écosystème périmé, comme vous dites ? Si cet écosystème se maintient, elle le doit aussi, et malheureusement, à l'attitude des médias dits de droite. Soit ils se sont dédroitisés pour survivre, et donc ont accepté cette dédroitisation, soit ils ont accepté de composer avec l'espace ghettoisé où on les a confinés, la gauche se contentant de promouvoir des amis ou des bannis, dans une réalité parallèle, et à celle de l'actualité culturelle officielle, soit ils oscillent entre interviews d'amis de la rédaction et valorisation du patrimoine afin de contourner le problème de l'exclusion. Ces attitudes confortent le monopole de la gauche sur la culture, puisque la droite accepte de jouer le rôle qui lui est dévolu, un salon de refusés. Pour changer la donne, c'est-à-dire non pas pour affirmer ou pousser une culture de droite, ça n'a aucun sens sinon être le miroir de la gauche, il faut aller sur le terrain, c'est-à-dire revendiquer son droit à prendre part au débat critique de l'actualité culturelle en étant crédible et légitime. C'est parce que Le Monde, Libé, les Inrocks, Télérama ont, au moins depuis une trentaine d'années avec France Inter et certaines émissions de télévision publique, ont été les principaux prescripteurs culturels nationaux que les artistes, les écrivains les mieux mis en avant sont systématiquement de gauche ou restent dans l'espoir de devenir de gauche. Que seraient Virginie Despentes, Édouard Louis ou Lajli sans un soutien médiatique colossal ? S'ils brillent, on sait bien que c'est pas à cause de leur talent ou grâce à leur talent, mais par le coup de projecteur qu'on leur accorde. Contrairement aux années 80, où la plupart des plus remarquables talents avaient en effet rallié la gauche, les meilleurs esprits des années 2000, 2010, 2020 ont au contraire contribué à détruire l'hégémonie morale de la gauche. Mais ces esprits évoluent dans un biotope hostile. Il faut donc faire évoluer la nature de ce biotope. C'est ce que vous, Radio Courtoisie, c'est ce que nous, à l'Incorrect, on essaye de faire. Je vous rappelle qu'on est le seul canard généraliste à consacrer un tiers des pages à l'actualité culturelle, parce que le défi est très grand. L'urgence, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ont pris le pouvoir, et comme d'habitude, la révolution a becté ses enfants. Entre purge stalinienne chez Télérama au bon sens de Caroline Dehaas, les indignations grotesques d'Anna Lenel au César, la promotion du salafisme dans Les Misérables, le racisme décomplexé des racisés dans toute la rentrée littéraire, cette minorité est en train de prendre le pouvoir à la remorque de la gauche américaine. Et sans réel contre-pouvoir, la minorité woke risque rapidement de ringardiser les méthodes Goebbels, d'autant plus qu'avec des milliards de subventions et une presse acquise, le succès public réel leur importe peu. Si la culture française n'est pas encore substantiellement de gauche, elle est quand même en train de devenir un véritable outil de rééducation de masse. Et c'est pour ça, vous l'avez dit, que la droite doit se réapproprier la culture. Vous consacrez un tiers de ces pages, des pages de l'Incorrect à l'actualité culturelle, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire à Radio Courtoisie. Merci Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect et on vous retrouve vendredi prochain pour une prochaine chronique.